Si tes notes plafonnent à un certain résultat et que tu as de la difficulté à bien performer malgré le fait que tu fasses beaucoup d'efforts, ce n'est pas de ta faute et ce n'est pas non plus parce que tu n'es pas assez intelligent. C'est tout simplement car tu n'as pas la bonne méthode pour te préparer aux examens. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux changer ça. Je me présente, je suis le fondateur et directeur de Tuteur Elite et nous avons accompagné des dizaines et des dizaines d'étudiants à maximiser leur quotaire en sciences de la nature à leur première ou à leur deuxième session et même en préparation du cégep, donc quand ils étaient au secondaire et ils s'en allaient vers le cégep. Notre équipe d'enseignants et de pédagogues a analysé des examens de plus de 11 cégeps différents, que ce soit en maths, en bio, en chimie, en physique. Et ce qu'on a remarqué, c'est extrêmement simple. Il est largement possible d'avoir plus que 90 ou 95 dans la quasi-totalité des examens si tu as une bonne préparation. Dans cette vidéo, nous allons analyser le cas d'un étudiant qui fait beaucoup d'efforts, qui révise énormément, mais qui n'arrive toujours pas à bien performer aux examens. Nous allons vous partager notre méthode en 4 étapes qui va vous permettre de booster vos notes dès le prochain examen. La vraie raison de pourquoi certains étudiants passent beaucoup de temps à réviser, mais que malgré ça, leurs résultats ne sont pas excellents, c'est tout simplement car ils passent 80% de leur temps sur des actions qui ne donnent que 20% des résultats, alors qu'ils devraient passer leur temps sur le 20% des actions qui donnent 80% des résultats. C'est ce qu'on appelle la loi de Pareto. Pour le comprendre, je vais te donner un exemple vraiment simple. Supposons que tu as un examen de chimie. Si tu veux avoir une bonne note, il te faut une chose, maîtriser les notions suffisamment pour être en mesure de répondre correctement aux questions. Donc tout effort qui ne va pas dans cette direction est du temps perdu. Sauf que des fois, on va voir des étudiants réécrire leurs notes de cours esthétiquement. Donc quand je vois des étudiants réécrire leurs notes de cours esthétiquement, je leur demande à quoi ça sert. Car c'est vrai qu'il est peut-être satisfaisant visuellement de le faire, mais la réalité, c'est que c'est une décision purement émotionnelle. Tu ne le fais pas parce que c'est efficace, mais parce que tu aimes bien le faire ou tout simplement car tu veux te donner l'impression que tu travailles fort et que tu es occupé. Ce que beaucoup d'étudiants en sciences de la nature font et qui est totalement faux, c'est d'essayer de remplir leur agenda avec des blocs d'études jour après jour, heure après heure, semaine après semaine, simplement pour se sentir occupé. Mais la réalité, c'est qu'être occupé ne veut pas dire être productif. Le problème principal, c'est que dans cette situation, tu ne cherches pas l'efficacité, tu cherches seulement à travailler plus. Mais en soi, si tu cherches de l'étude à faire, tu vas toujours en trouver. La question que tu devrais te poser alors, ce n'est pas de te dire qu'est-ce que tu ne fais pas que tu devrais commencer à faire, c'est plutôt de dire qu'est-ce que tu fais qui n'est pas efficace et que tu devrais donc arrêter de faire. C'est comme si je suis en ce moment dans un point A et je veux me rendre à un point B. Je peux décider de prendre la route qui a le plus beau point de vue. Je peux prendre la route qui a le moins de nid de poule, mais peut-être que ce n'est pas celle qui est la plus rapide ou la plus efficace. C'est exactement la même chose avec les études. Je peux décider de faire quelque chose que j'aime bien, comme réécrire ses notes de cours proprement, avec des belles couleurs, de beaux surligneurs, mais ce n'est pas nécessairement les méthodes les plus utiles. J'ai expliqué chaque aspect que tu peux aller voir dans une vidéo juste après, mais on peut dire qu'une étude efficace se résume en 4 étapes. 1, c'est d'avoir un environnement similaire à ce que tu vas avoir dans ton examen. 2, c'est préparer le cours juste avant d'y aller. Donc, tu essayes de comprendre la matière par toi-même. 3, tu écoutes activement en classe et tu prends des notes intelligemment. Il existe la méthode de Cornell qui est vraiment pas mal pour ça. Et 4, c'est les bonnes techniques d'étude pour chaque matière. Pour comprendre tous les cours, donc vraiment juste pour la compréhension, les meilleures méthodes, c'est Feynman, le blurting et expliquer à quelqu'un d'autre. Si tu veux apprendre par cœur, en général, il faut du active recall, donc essayer de te rappeler de la matière par toi-même. Et il faut aussi beaucoup de répétitions à travers le temps, donc spaced repetition. Tu peux aussi le combiner avec le blurting. Les flashcards, c'est très bon, mais la réalité, c'est que ça prend quand même beaucoup de temps à faire. Il existe des AI qui font ça pour toi, mais je ne ferai pas la promotion d'une d'entre elles dans cette vidéo. Et pour résoudre des situations problèmes en mathématiques ou en chimie, il existe 3 outils utiles. Le premier, c'est tout simplement de résoudre beaucoup de problèmes. Le deuxième, c'est de créer un framework indépendant qui va te permettre de résoudre toutes les situations problèmes
quelle que soit leur difficulté. Et le troisième, c'est tout simplement d'expliquer aux autres. Tu pourrais littéralement faire tout ce que je viens de dire et rien d'autre et espérer avoir d'excellents résultats. Construire un environnement optimisé pour ton focus, préparer ton cours, être engagé durant le cours et étudier efficacement. Ça fait du sens, right? Pourtant, on dirait que personne ne fait ça. Il faut pas se mentir à soi-même. À partir de maintenant, tu dois savoir ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Tu dois éliminer tout le noise, toutes les choses qui ne sont pas utiles. Élimine-les de tes habitudes et concentre-toi sur celles qui sont le plus efficaces. Le deuxième principe, c'est tout simplement d'identifier les points les plus importants à l'étude, donc ceux qui risquent le plus de revenir dans des questions à l'examen. C'est un peu ce qu'on a fait avec nos checklists. À nos étudiants, on leur a donné des listes complètes qui leur disent qu'est-ce qu'ils doivent comprendre, qu'est-ce qu'ils doivent maîtriser et quelles sont les questions possibles qu'ils peuvent avoir à des examens. Même si tu n'y as pas accès car tu n'es pas dans le programme, tu peux quand même essayer de faire ça par toi-même. Si tu te sens pas prêt pour tes examens, malgré le fait que tu révises beaucoup, il y a des bonnes chances que tu te demandes juste jamais quelles sont les questions que tu pourrais avoir et quelles sont les questions les plus difficiles qu'on pourrait te poser. Au lieu de stresser et d'avoir peur des questions qu'on pourrait te poser, prends un petit moment pour réfléchir aux situations les plus difficiles qu'on pourrait te demander. À partir de là, tu vas voir que tu vas te focaliser sur l'essentiel et sur ce qui risque le plus d'avoir à l'examen. Un examen, c'est un peu comme un combat de boxe. Tu ne peux pas rentrer dans le ring en espérant que tu ne vas te prendre aucun coup. C'est la même logique dans les évaluations. Le but, c'est de te poser des pièges, c'est de te poser des questions difficiles et c'est à toi de les déceler. Donc, disons que tu as le cours de calcul différentiel et que tu as de la difficulté avec les taux liés, ben guess what? Il y a des très bonnes chances qu'il y a des situations sur les taux liés dans ton examen si ton prof l'a enseigné. Donc, tu ne peux pas juste espérer qu'il ne va pas y en avoir ou que les questions risquent d'être faciles là-dessus. Au lieu de faire ça, focalise-toi à comprendre et à maîtriser même les situations les plus difficiles. Comme ça, devant ton évaluation, plus aucune de situation te fait peur. Supposons que tu as le cours de calcul différentiel et qu'en classe, vous avez appris les taux liés. Si tu as de la difficulté dedans, tu ne peux pas juste te dire ah, ben j'espère que ça va pas être à l'examen. Parce que guess what? Il y a des très bonnes chances que tu vas l'avoir dans ton évaluation et ça ne sera certainement pas la question la plus facile. Donc, au lieu d'espérer des miracles et te dire qu'il va y avoir aucune question difficile ou aucun piège dans l'examen, prépare-toi à chaque piège et chaque difficulté possible et tu vas voir que tu vas être beaucoup plus confiant à l'approche de tes évaluations. La troisième étape repose sur la création d'un environnement similaire à celui de tes examens. L'être humain s'adapte à son environnement. Si tu te conditionnes à performer dans certaines conditions, éventuellement, même si c'est difficile au début, tu vas finir par réussir. Par exemple, il y a certains athlètes, à l'approche des compétitions, ils vont s'entraîner dans les montagnes. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce qu'il y a moins d'oxygène et donc leur corps devra travailler plus. Ils se mettent volontairement dans la difficulté pour que lors de leur compétition, ils soient avantagés par rapport aux autres. Je vais donner un deuxième exemple. Tu connais sûrement Kobe Bryant, l'athlète de basketball qui est mort il y a quelques années. Qu'est-ce qu'il disait? Lui, ses entraînements étaient plus difficiles que les matchs. Et quand on lui a demandé pourquoi est-ce qu'il faisait ça, il a dit car si mes entraînements sont plus faciles que le jour de match, alors il faut s'attendre à ce que je sois moins performant. Ta préparation doit être au minimum au même niveau, si ce n'est plus dur que ce à quoi tu risques d'avoir dans tes examens. En évaluation, tu as le droit à aucune ressource externe, tu n'as pas le droit d'avoir de l'aide, tu es dans une salle qui est silencieuse et surtout, tu n'as aucun objet électronique. Donc, si tu étudies et tu as accès à ChatGPT, ton manuel, le corriger, toutes les ressources qui existent, c'est complètement inutile car tu ne te mets pas dans les mêmes conditions que celles de tes évaluations. Et disons aussi que quand tu étudies, tu ne mets pas de minuteur ou tu ne mets pas de chronomètre. Ben, la réalité, c'est que tu te donnes un temps illimité, une autre ressource que tu n'auras pas en examen. En général, une évaluation dure maximum 1h30, 2 heures, 3 heures et tu dois compléter un certain nombre d'exercices dans cette durée-là. Donc si, durant ta révision, tu te donnes un temps illimité pour tout faire, il ne faut pas s'étonner que le jour de l'examen, tu manques de temps ou tu stresses car tu sens que tu ne vas pas tout compléter dans les délais. La performance aux examens peut se résumer en trois composantes. On peut dire que la première, c'est 1. De répondre correctement aux questions. 2. Dans les délais demandés. Et 3. Sans l'aide de aucune ressource externe. Donc quand tu étudies, tu dois 1. T'assurer de pouvoir avoir les bonnes réponses par toi-même. 2. Être capable de les avoir dans un délai qui est déterminé. Et 3. Être capable de le faire sans avoir de l'aide ni de tes amis, ni des notes de cours,
ni de ChatGPT. Si tu es capable de faire ça durant ta révision, normalement, tes examens devraient bien se passer. Je vous raconte l'histoire. Il y avait une étudiante qui faisait ses examens, mais elle savait juste jamais si elle avait 90, 70, 50 ou 95. Donc là, je lui ai demandé, je me suis dit, ok, peut-être c'est juste, elle révise pas ses copies avant de les remettre à l'enseignant. Et là, elle m'a dit non, non, elle regardait ses réponses, mais elle m'a dit, malgré ça, je me sens pas confiante. Donc là, je me suis dit, ok, il doit y avoir un problème avec ses exercices ou sa pratique, ou peut-être même juste avec sa confiance. Je lui ai posé une question vraiment simple, je lui ai demandé, quand tu fais tes exercices chez toi, c'est-à-dire que quand tu pratiques, est-ce que tu regardes le corrigé directement après? Elle m'a dit oui, et là, c'est là que j'ai compris que c'était là le problème. Et c'est une erreur que beaucoup d'étudiants ils font, c'est que quand ils font leurs exercices, ils vont voir directement le corrigé. Mais c'est une grande erreur parce que tu t'habitues à avoir une validation externe pour ta propre réflexion. C'est-à-dire que tu t'habitues pas à réfléchir par toi-même pour trouver tes erreurs et valider tes réponses. Et le souci, ben, c'est tout simplement qu'en examen, t'as pas quelqu'un qui va venir te dire, OK, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Donc tu dois apprendre à le faire individuellement. Et ce que je lui ai conseillé, c'était vraiment simple. Je lui ai dit, au lieu d'aller voir directement le corrigé, prends un petit temps, essaye de justifier tes réponses par toi-même, essaye de les expliquer littéralement à quelqu'un d'autre. Ben, parle pas tout, c'est-à-dire, parle pas tout seul, mais tu peux le faire avec toi-même. Et si c'est bon, à partir de là, va voir le corriger. Là, ce qui va se passer, c'est que si tu vas faire une erreur, tu vas te rendre compte que c'est ton raisonnement qui n'était pas bon. Tu vas le retenir beaucoup plus que si tu fais juste effacer la réponse ou effacer une partie de la démarche et la changer. Donc l'idée, c'est pas de se dire non, moi je vais pas aller voir si mes réponses sont correctes, c'est pas bon pour moi. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je veux te partager, c'est tout simplement avant d'aller voir le corriger, essaye de valider tes réponses par toi-même, puis ensuite vérifie si ton raisonnement est bon. Et bien évidemment, tu dois te fixer un temps limité pour chaque question. S'il y a autant d'étudiants en sciences nat qui manquent de temps dans leurs examens malgré le fait qu'ils sont bien préparés, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas assez intelligents ou nécessairement à cause du stress, bien que ça peut être une raison. Souvent, c'est juste à cause que lorsqu'ils font leurs exercices, ils ne mettent pas de minuteur ou de chronomètre. Et pour le comprendre, je vais donner un exemple vraiment simple. Imaginons que tu veux te préparer pour une course. C'est bien beau être capable de courir, donc c'est très bien, tu peux te pratiquer juste à courir, mais si tu ne te mets pas un minuteur ou un chronomètre, tu vas juste jamais suivre ta progression et tu ne vas pas vraiment te préparer. Parce que le jour de la course, tu devras courir une distance dans une durée bien déterminée. C'est pareil dans un examen. Si tu fais toujours tes exercices comme si tu avais du temps illimité, ben faut pas se surprendre que le jour de l'examen, tu n'as pas assez de temps, t'en manques et donc tu commences à stresser. Et donc là, c'est juste une boucle négative qui s'enchaîne. Tu stresses de plus en plus, tu manques de temps, tu réponds moins bien aux questions, tu as un mauvais résultat. Donc quand tu révises, il faut que tu t'assures que tu mettes un temps bien déterminé. Généralement, il faut qu'il soit un petit peu plus court que le temps que tu vas vraiment avoir à l'examen. Supposons que ton évaluation, c'est trois grandes questions. C'est un examen de mécanique, trois grandes questions, trois grosses situations problèmes et tu as 1 heure pour le faire. Logiquement, ben, tu as à peu près 20 minutes pour chaque question. Donc, dans tes exercices, au lieu de donner 20 minutes, donne-toi à peu près 15, 16, 17 minutes à peu près pour qu'il te reste peut-être un 3-4 minutes pour réviser ta réponse avant de pouvoir éventuellement redonner ta copie. Pour que le jour de l'examen, tu puisses être capable de faire pareil. Donc si je résume le troisième principe, c'est vraiment simple, tu dois créer un environnement qui est similaire à celui de ton examen. Maintenant, si on passe au quatrième point pour mieux performer aux examens en sciences nat, et c'est probablement le plus important, c'est tout simplement de changer de mindset. Et là, je parle pas de mindset, trading, formation, Dubaï, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, je parle vraiment d'état d'esprit et d'approche vers les examens. La plus grande erreur que tu peux faire si tu veux rentrer en médecine, pharmacie, médecine dentaire ou n'importe quel programme contingenté, c'est de réviser juste pour avoir des bons résultats. C'est-à-dire que ton seul objectif d'avoir 90 ou 95, c'est d'avoir une excellente note pour pouvoir être admis. Le danger principal en faisant ça, c'est que ton cerveau commence à associer ta propre personnalité à tes résultats. C'est-à-dire qu'il va définir ta valeur en fonction des notes que tu vas obtenir. Donc s'il y a une journée où tu échoues un examen, tu vas avoir une perte de confiance totale car depuis le début, tu as toujours rattaché ton identité à ta performance et c'est quelque chose qui se fait subconsciemment. Imagine qu'à un examen, tu tombes sur une question que tu ne sais pas répondre directement. Tu ne trouves pas directement la solution. Si tu n'étudies que pour les résultats, on l'a déjà dit plus tôt dans la vidéo, mais ce qui se passe, c'est que ton identité, ta valeur devient reliée à ta note. Et cette question va devenir une menace parce que ton cerveau va le percevoir, il va se dire, je vais perdre des points, donc je vais perdre de la valeur.
Et à partir de ce moment-là, ce n'est plus un problème de chimie ou de maths ou de physique, ça devient un problème d'identité. Et c'est ce qui te fait paniquer, ça fait augmenter le stress augmente, tu commences à douter, tu doutes, tu réponds moins bien aux questions, ça a d'ailleurs été prouvé par plusieurs études, tu rentres dans un cercle vicieux, questions échouées, tu doutes, tu réponds moins bien aux questions, et c'est un cercle qui ne se termine tout simplement pas. La deuxième conséquence majeure, c'est lorsque tu conditionnes ton cerveau à effort égale résultat, ce qui va se passer, c'est que tu tues ta motivation intrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est ton désir interne d'accomplir certaines tâches. Donc, c'est ta motivation vraiment qui vient de l'intérieur. Par rapport aux études, c'est le fait de devenir plus éduqué, de devenir plus compétent, d'être éventuellement un meilleur ingénieur, un meilleur pharmacien, un meilleur médecin, ainsi de suite. Ce type de motivation, il ne dépend pas d'une récompense externe, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu veux toi-même être. Mais la réalité, c'est que quand tu vises uniquement tes résultats, tu transformes la note en récompense externe. Et donc, ce phénomène-là, le fait d'avoir constamment une récompense externe, va tuer ta motivation interne. Ça a d'ailleurs été prouvé par plusieurs études. Par exemple, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait donné à plusieurs enfants, on leur avait donné la liberté de faire l'activité qu'ils préféraient. Ils pouvaient dessiner, ils pouvaient jouer au Lego, ils pouvaient jouer avec des poupées, vraiment faire tout ce qu'ils voulaient. Et chaque enfant, on lui laissait sa petite liberté. Durant 2 mois, ou une certaine durée, si je me rappelle bien, c'était 2 mois dans l'étude, après chaque dessin, donc quand l'enfant terminait le dessin, on lui donnait un bonbon, c'est-à-dire une récompense externe. Lui, de base, il aimait dessiner, c'est-à-dire sans motivation, il aimait déjà bien dessiner, mais on l'a habitué à avoir un bonbon. Puis après 2 mois, on a juste arrêté de lui en donner. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a remarqué que les enfants étaient de moins en moins motivés à dessiner, malgré le fait qu'au début, ils aimaient bien le faire. Et donc, le fait d'avoir rajouté une récompense externe, ça a tué le désir interne de l'enfant. Et c'est exactement la même chose avec les études. Si tu t'habitues toujours à avoir une récompense externe, les résultats, les notes, la cotère, ça va automatiquement tuer ton désir interne d'étudier par toi-même et d'apprendre. Donc, le vrai changement que tu dois faire, c'est transformer ta vision des études et des résultats. Il y a même plusieurs études qui l'ont démontré. Les étudiants qui réussissent le mieux ont tendance à avoir un objectif à long terme avec leurs études. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas juste leurs notes comme une note ou leur examen comme des épreuves, ils les voient vraiment comme une partie de leur chemin vers la carrière qu'ils veulent avoir. Donc toi, quand tu arrives dans un examen, il ne faut pas percevoir une évaluation comme une épreuve ou comme une menace. C'est-à-dire que ce n'est pas une épreuve dans laquelle tu vas essayer de perdre le moins de points possible, c'est plutôt une opportunité pour toi de te rapprocher de ton objectif qui est de devenir médecin, ingénieur, pharmacien ou quelle que soit la carrière que tu vises. Même si tu n'as pas d'objectif de carrière pour l'instant, l'idée c'est de devenir la personne la plus compétente possible et celle qui pourra apporter le plus à la société. Donc, quand ton objectif principal, ça devient de développer des compétences, développer des connaissances, et non pas juste protéger ton ego, protéger tes résultats, viser que une certaine note minimale ou une certaine cotère, chaque difficulté, chaque question qui peut être piégeuse, ça devient une opportunité pour toi et ce n'est plus un poids ou une menace vers tes objectifs. Donc, si on résume tout ça, mieux performer à tes examens, on peut dire que ce n'est pas juste étudier plus, c'est étudier mieux et ça se fait en 4 étapes. La première, c'est tout simplement d'arrêter de gaspiller son temps sur des trucs et des méthodes qui te donnent l'impression de travailler mais qui ne te donnent pas de résultats. On l'a dit, être occupé ne veut pas dire être productif. Relire, réécrire ses notes de cours, surligner, ça te rassure, mais ça te prépare mal. Tu dois mettre ton énergie sur ce qui est le plus important. La deuxième étape, c'est tout simplement d'identifier les questions qui risquent le plus de tomber à l'examen et celles qui risquent d'être le plus difficiles. À partir de là, tu vas te concentrer sur le maximum de points et les questions qui risquent de t'en faire perdre beaucoup. La troisième étape, c'est tout simplement de réviser dans les mêmes conditions qu'à l'examen, c'est-à-dire pas de ressources externes, un temps limité et un environnement calme où est-ce que tu es tout seul sans aucune autre personne autour de toi, ou c'est-à-dire que chaque personne est calme et ne parle pas, ne communique pas avec toi. La quatrième étape, on l'a dit, c'est changer ta perception des études
et des évaluations. Un examen, c'est pas là pour te piéger, c'est pas une épreuve non plus, c'est plutôt une opportunité pour toi d'aller chercher le maximum de points, de montrer ta compétence et éventuellement aller combler les lacunes que tu as. Si tu appliques ces quatre méthodes, tes résultats vont s'améliorer, pas parce que c'est magique, mais tout simplement parce que c'est la science. Par contre, ça ne va pas se changer en 24 heures. Tu le sais à quel point changer ses habitudes, c'est quelque chose qui est difficile. Ça prend de l'effort continu de ta part. Si tu as besoin d'aide cette session en sciences de la nature, n'hésite surtout pas à nous écrire en privé sur Instagram, par email au info@tutorelite ou tu peux tout simplement réserver un rendez-vous gratuit avec un membre de notre équipe en cliquant sur le lien dans la bio.